Bon, rebonjour à tous. Donc, on reprend notre cours d'aspect juridique. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté au niveau de la loi 0904. Donc, préalablement, on avait vu qu'elle parlait un peu d'obligation des fournisseurs de services Internet, fournisseurs de services de télécom, notamment le fait qu'ils sont dans l'obligation d'enregistrer les données relatives à votre trafic pour une durée minimale d'une année. Alors, par la suite, cette loi a prévu la création d'un organe qu'on appelle l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées au TIC, aux technologies de l'information et de la communication. Donc là, on vous dit, il est créé un organe national de prévention et de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la technologie de l'information et de la communication. La composition de l'organe et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire, ça veut dire que c'est par un décret, et ils définissent les missions de cet organe. Il faut savoir que l'organe est beaucoup plus spécialisé en matière de cybercriminalité qu'en matière de cybersécurité. Alors, qui peut me dire c'est quoi la différence entre cybercriminalité et cybersécurité? Alors, cybercriminalité vs cybersécurité, c'est l'acte malveillant. Alors, c'est quoi la définition de la cybersécurité? Et c'est quoi la définition de la cybercriminalité? Alors, Hamadash, vous êtes là? Hamadash une fois, Hamadash deux fois, Hamadash n'est pas revenu après. Ah, elle est là. Alors, pour vous, c'est quoi la définition de la cybersécurité et c'est quoi la définition de la cybercriminalité? D'accord. Cybercriminalité. C'est tout ce qui concerne attaque, etc. contre un système. On a défini la cybercriminalité dans les premiers cours, si vous vous rappelez. On avait dit que la cybercriminalité, c'était tout acte malveillant, soit qui utilise un outil informatique, soit qui vise un outil informatique. Par contre, la cybersécurité, c'est quoi? C'est tout l'aspect organisationnel, technique et procédural lié à la sécurité des systèmes d'information. Voilà un peu la différence entre les deux. Et l'organe qui vient d'être créé, c'est beaucoup plus un organe qui est lié à la cybercriminalité. Donc, vous pouvez vous amuser à voir un peu les missions de l'organe. Donc là, au niveau de la loi, ils ont défini 3 missions d'abord de l'organe. Alors, la première mission, c'est la dynamisation et la coordination des opérations de prévention et de lutte contre la cybercriminalité liée au TIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, ils doivent lutter contre la cybercriminalité. Ils doivent éviter que la cybercriminalité puisse arriver, mais ils ne vont pas le faire eux seuls. Ils doivent coordonner les opérations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, il y a plusieurs acteurs qui luttent contre la cybercriminalité. Eux vont coordonner les efforts de ces différents acteurs.
Ensuite, on vous dit l'assistance des autorités judiciaires et des services de police judiciaire en matière de lutte contre la criminalité liée au TIC et y compris à travers la collecte d'informations et d'expertise judiciaire. La collecte d'informations, c'est quoi? C'est ce qu'on avait vu avant dans les premières parties de cette loi. Donc, quand on parlait d'écoute, quand on parlait de saisie de preuves, quand on parlait de perquisition, etc. Donc là, c'est l'une des missions de cet organe. Ils vont aider les autorités judiciaires et la police dans son travail. En plus, ils vont échanger des informations avec ces interfaces à l'étranger. Ça veut dire quoi? Ils vont faire des échanges d'informations avec les autorités semblables qui se trouvent dans des pays étrangers afin de réunir toutes les données utiles à la localisation et à l'identification des acteurs d'infraction. Donc, c'est eux qui s'occupent de la coopération internationale. Ensuite, pour la coopération internationale, ils ont mis un article dédié. On vous dit autre, etc. C'est, en d'autres termes, c'est eux qui vont défendre les intérêts de l'Algérie sur le plan international. Vous avez une partie qui parle de l'entraide internationale judiciaire. Et là, ils sont en train de dire tout simplement que s'il y a une investigation ou des informations judiciaires pour constater des preuves qui se trouvent en territoire algérien, pas faites par des criminels à l'étranger ou inversement, il y a un processus d'entraide judiciaire internationale qui permettra de recueillir ces preuves. Et évidemment, tout processus d'entraide internationale doit se faire à travers des accords entre les différents pays. Maintenant, s'il y a une urgence et qu'il y ait des conventions internationales qui régissent le cas d'urgence, et le principe de réciprocité, ça veut dire que les deux pays sont d'accord et font la même chose, les demandes visées plus haut sont recevables si elles sont formulées par des moyens rapides de communication, tels que par exemple un fax, courriel, mail, ou tout moyen suffisamment rapide et qu'il soit sécurisé et authentifié. Par la suite, il parle des mesures conservatoires, donc les demandes d'entraide pour l'échange d'informations ou qui permettent de prendre des mesures conservatoires seront satisfaites, bien sûr, toujours conformément au droit international. Donc là, ils sont en train de tout endosser au droit international. Maintenant, évidemment, ils vous disent qu'ils refuseront d'aider d'autres pays si cette aide porte atteinte à la souveraineté de l'État ou à l'ordre public. Voilà un peu, de manière générale, l'essence même de ce texte de loi. On va voir maintenant un autre texte de loi qui est un peu plus intéressant. Dites-moi, par exemple, Hamadash, vous n'avez pas de micro ou vous avez des problèmes de connexion? Parce que là, on aura à faire des petits exercices où il va falloir que vous parliez quand même. Non, non, je parle d'aujourd'hui. Quand vous dites des fois des problèmes de micro. Ah, vous avez des problèmes avec votre micro. Ok. Bon. Alors, on va faire un petit exercice. Monsieur Gussombo, vous avez apparemment un micro, donc vous allez participer à l'exercice. Azouz, vous avez un micro? Azouz, vous allez participer à l'exercice. Qui a d'autres micros? Meliani, vous avez un micro? Meliani, vous participez. Alors, qui d'autre a un micro? Donc, vous êtes trois pour le moment. Il me faut 5 personnes. Qui d'autre a un micro? Alors, Zafo, non. Vous entendez très mal. Alors, Ziani, ça fait 4. Non, monsieur. Et le cinquième qui vient de parler. Alors, c'est qui le cinquième? Écrit. Envoyez-moi via le chat pour que je sache. Jihan. Alors, Jihan. Malish, envoyez-moi un mi ou quelque chose pour que je puisse noter votre nom. Ok, parfait. Alors, je vous mets dans le bain. Donc, vous êtes 5. On va avoir 2 criminels, un procureur, un avocat et un juge. Alors, on va commencer.
Azouz, vous êtes l'avocate. Alors, on va noter Azouz, avocat de la défense. Meliani et Ziani, cybercriminel. Jihan, vous êtes le juge. Gessom, procureur. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée est la suivante. Je vais vous donner un scénario et on va être dans une salle de tribunal. L'avocat devra défendre les accusés. Le procureur devra tout simplement faire en sorte qu'ils soient en prison en se référant à des textes de loi, etc. Le juge devra décider. Les deux coupables ne pourront parler que si on leur donne la parole. Donc, que ce soit l'avocat ou le procureur, les deux peuvent leur poser des questions. Alors, le scénario est le suivant. Il y a eu une tentative de piratage informatique. Le piratage a ciblé le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a eu une enquête forensique qui a prouvé que l'origine de l'attaque, c'est la maison de... Alors, c'est la maison de Meliani. Quand la police s'est déplacée vers la maison de Meliani, ils ont trouvé deux laptops. Le laptop de Meliani, qui contenait les paquets d'attaque, etc., etc., et un laptop qui apparemment appartenait à Ziani. L'enquête forensique a démontré que tous les paquets ont été envoyés à partir de Meliani, mais que le PC de Ziani a tout simplement permis de faire de la découverte, a permis de faire le scan, a permis de rechercher les informations sensibles. Quand ils ont arrêté Meliani et Ziani, bien évidemment, les deux ont nié. Après quelques heures d'interrogatoire dans un commissariat à Bab el Oued, dans une cave humide de la police algérienne, Ziani s'est mis à pleurer en leur disant « Oui, Anna Meliani Fahamna, elle m'a convaincu, elle m'a fait chanter, elle m'a dit « J'ai des photos compromettantes de toi, si tu m'aides pas, je vais les publier sur Internet. » Bon, il y a d'Aouj Ziani pour qu'elle ait des photos. Bon, ça, on ne sait pas encore. Ensuite, il leur a dit, c'est vrai, je me suis mis d'accord avec Meliani, je suis parti chez elle, j'ai ramené mon laptop. Ensuite, on a discuté, on a mis en place un plan, on a décidé de faire l'attaque le jour J. Mais le jour J, quand je devais venir, j'étais dans la forêt toute la nuit. Bon, une bonne partie de la journée et toute la nuit. Donc, elle a fait l'attaque par elle-même en utilisant mon PC. Voilà les informations que vous avez. La parole est donnée au juge pour lancer l'audience. Alors, Madame le juge, commencez. Activez votre micro. Bon, tous les concernés doivent allumer leur micro. J'ai déclaré la séance ouverte et vous devez donner la parole au procureur. Je donne la parole au procureur. Monsieur Monsieur Gessom. Monsieur, juste une question. Est-ce que j'ai le droit de poser des questions aux criminels Oui, mais vous ne pouvez... Attendez. Vous ne pouvez leur poser des questions. Qu'une fois que vous avez fini par les accusés, Une fois que j'ai quoi?
Bon, s'il vous plaît, On pas parler et fermez votre micro. Voilà. Chaque fois que quelqu'un prend la parole, il ouvre son micro. Alors, ce que vous allez faire, Monsieur Guessom, en tant que procureur, vous allez dire, voilà, vous allez décrire l'affaire, dire, voilà, nous avons affaire à un crime de telle nature, cybercrime, meurtre, etc. À vous de décider. Ensuite, vous allez dire que ça a causé des dégâts, ça n'a pas causé de dégâts, c'est à vous d'imaginer la chose, parce que je ne vous ai pas donné assez de données là-dessus. Vous annoncez le nom des coupables, vous dites de quoi vous les accusez exactement. Est-ce que d'attaque, de complicité, de meurtre, de vol, etc. Faites référence au texte de loi qui vous arrange, soit le code pénal ou bien la loi 0904. À vous de voir. Et quel article du code pénal. Ensuite, vous pouvez commencer à leur poser des questions. Une fois que vous leur avez posé des questions, le juge peut vous arrêter à tout moment pour donner la parole à l'avocat de la défense, si l'avocat de la défense souhaite la parole. Si vous dites une bêtise, l'avocat de la défense peut faire une objection à tout moment. Et quand l'avocat de la défense fait objection, le juge, c'est à lui de trancher. Soit il dit que l'objection est acceptée et il va expliquer pourquoi, soit il dit que l'objection est refusée et il va dire pourquoi. Voilà un peu le scénario, comment il va se passer. Une fois que M. Guessom a terminé sa plaidoirie, ce sera le tour de l'avocat de la défense de prendre la parole, de dire ce qu'il veut, ce qu'il a à dire pour défendre l'un ou l'autre coupable. Maintenant, si les accusés veulent deux avocats différents, dites-le maintenant. Et on vous recrute un deuxième avocat. Alors, les accusés Ziani et... Ah, je ne me rappelle plus. Attendez que je vois ce que j'ai noté. Ziani et Mediani. Est-ce que vous voulez deux avocats différents ou vous gardez le même avocat? Il n'y a pas de problème pour moi. Moi, je veux un deuxième avocat, monsieur. D'accord, vous voulez un deuxième avocat. Alors, qui est-ce qui a un micro d'Islah? Donc, Hamada, votre micro peut servir. Lucie Faya. D'accord, donc Lucie, vous êtes la deuxième avocate. D'accord, donc chaque coupable a son avocat. Chaque avocat ne défendra que son accusé. Donc, Lucie, vous êtes l'avocate de M. Ziani. D'accord? Et Azouz, vous êtes l'avocate de Meliani. Maintenant que vous avez deux avocats, sachez que chaque avocat peut remettre la faute sur l'autre coupable hein, pour sauver son client. S'il y avait un seul avocat, il aurait eu l'obligation de sauver les deux. Maintenant qu'il y a deux avocats, chaque avocat peut utiliser la stratégie qu'il veut. Maintenant, les deux avocats peuvent communiquer en privé. Vous pouvez envoyer des messages privés entre vous pour vous mettre d'accord sur la stratégie. Est-ce que vous allez défendre les deux ou chacun pour soi et Dieu pour tous? Ça, faites-le en privé sans que le procureur ne le voie. Monsieur le procureur, à vous la parole. Alors, mesdames et messieurs, les autres personnalités de l'État et du monde judiciaire, que je suis honoré et heureux d'être un procureur. Voilà. J'aimerais bien commencer par présenter le cas, le cas d'aujourd'hui. Il s'agit d'une cybercriminalité qui atteint la stabilité et l'état public. Bon, les investigateurs ont trouvé des PC, deux PC de Mademoiselle Meliani et un PC de Ziani. Ces PC non, ça va, c'est juste la morale du peuple et des étudiants, parce qu'il s'agit d'une attaque au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, c'est ça. Alors, donc, les PC
contient des informations, des informations qui prouvent que l'attaque que Miliani et Ziani ont commis cette attaque. On a trouvé des paquets. C'est dur de faire le procureur. On a trouvé des paquets enfin, on a tracé avant de trouver que Miliani et Ziani ont commis cet acte. L'équipe de emergency response du ministère ont détecté une action malveillante venant d'une source inconnue. C'était des scans illégaux et d'envoi de paquets craftés. C'était une alerte de 3e degré au niveau du ministère. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont analysé tous les programmes et les logiciels que le ministère utilise, et ils ont trouvé que il y a des personnes malveillantes qui ont eu des accès privilégiés au niveau du ministère, et l'installation du ransomware. Ils ont chiffré des dossiers sensibles. Pardon, monsieur. Vous pouvez utiliser la langue arabe pour comprendre l'affaire. Et aussi, de savoir contre la cybercriminalité. D'accord, merci madame la juge. Pour les dégâts, j'ai commencé à parler des dégâts. Bon. Monsieur de Somme, je pense que la juge vous a exigé d'utiliser la langue arabe. Donc, vous devez exécuter l'instruction de la juge, sinon vous allez aller en prison vous-même. آنساتي وأوانسي الحاضرين، الأستاذة المحاضرة، enfin ماشي محاضرة، الجوج اشرح لي اسمها. تمت عملية اختراق للوزارة ابتداء من المنصة الإلكترونية لها، وتم تتبع هذا الهجوم الذي أشادنا إلى مركز ونقطة انطلاق هذا الهجوم. تمت العملية من منزل ملياني الذي كان بحوزتها حاسوبين، كان بحوزتها 3 حواسيب وأجهزة ممنوعة في القانون كود بينال. معليش وش ما هذه الأدوات الغير قانونية؟ وجدنا بحوزتها أجهزتين درون مجهزة بكاميرات، والتي هي ممنوعة على Objection. Il n'y a pas eu d'attaque, mais... L'objection a été acceptée.
فريق الفورنسيكس وجدوا أن فريق التحريات وجدوا أن هناك ملفات فسدوهم وتغيروا Objection. Il n'y avait pas de drone, c'est un mensonge. Il n'y avait pas de drone, c'est un mensonge. هناك صور لهذه الأجهزة التي هي بحوزتها أقدمها لك. صور. وهناك فريق متخصص قاموا بتحليل ما تحتويه هذه الأجهزة. هناك كارتين دي كارت ميموار بحوزتها صور للوزارة من فوق، وخاصة المنطقة التي تحتوي على مكان تخزين المعلومات وهي السيرفرز وما إلى ذلك. ومتى كان صور الاختراع. نعم. Est-ce qu'elle a été utilisée في هذا الاختراع؟ حسب مختصين في هذا المجال قالوا أن ربما الهجوم لم يكن عن بعد، وإنما كان باستعمال أداة التي تم إدخالها في أحد هذه السيرفرات لأخذ أكسس من عن بعد. وهنا التي تمت إدانة تازياني، لأنه عند الحوار والاستجواب قال أنه لم يكن في مكان الجريمة، ولكن لم يثبت أنه كان في غابة حسب ما يزعم. ووجدنا أيضا حاسوب ينتمي له في منزل ملياني، إلا أنه يدعي أنه لم يذهب بتاتا ذلك اليوم إلى منزل المخترق. وهذه الهجوم هو هجوم مخطط. وجدنا إيميلات وصور وملفات تعود له من سنة 2012، وهي كلها من سنوات دراسته بالمشاريع التي قام بها وإلى آخره. فهنا قام هل تتبع دراسة أو شيء حسب التحريات التي قامت بها المجموعة المتخصصة، وجدوا أن زياني قام بدراسات ثانوية في مدرسة عمارة رشيد ببن عكنون، ثم انتقل إلى جامعة هواري بومدين التي قام فيها بتخصص إعلام آلي ورياضيات لمدة 3 سنوات، ثم قام باختيار اختيار تخصص ماستر وهو أمن معلومات والدفاع عنها، ولكنه لم يتبع أخلاقيات العمل، وإنما قام بهجوم الذي نعتبره خارقا للقوانين الذي ينص عليها الدستور الجزائري، وبها يجب أن يتم إدانته هو وملياني خاصة التي قامت بهذا الهجوم. الذي قامت بهذا. نعم.
هو الاختراق التي قامت به كان مقسم إلى عدة مراحل. أولا كما أخبرتكم سابقا أنه تم تصوير كل منطقة التي تقوم بها الوزارة بحفظ معلوماتها. هذا يعتبر عمل غير قانوني حسب القانون رقم 18 من الدستور الخاص بالعقوبات. ثانيا والذي تم وكيف تم انفقنا لهذا كيفاش فقنا لهذا الاتاك، كانت عمليات سحب معلومات بطريقة معينة. يعني هي كانت جمع معلومات بطريقة غير قانونية عن طريق استعمال أدوات إلكترونية مقدمة. هيا فهمي راحك عربية ولا فرنسي؟ Alors, on était où? Donc, je disais que l'attaque a été au niveau de la maison de Miliani. Elle a commis l'attaque en plusieurs. Je parle des informations. Elles ont été utilisées en quoi? Bon, les informations, il y a environ de 4 gigas de données qui ont été bloquées au niveau du ministère parce qu'ils ont chiffré les informations. D'après Miliani, les investigations, elle a nié qu'elle voulait un ransom, d'où Objection. Peux-tu nous donner ce Pardon, votre objection a été acceptée? Oui. On voudrait des preuves de la part de Monsieur Gussou. Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous... Oui, je vous ai dit qu'il y a des photos, des fichiers et des traces au niveau des disques durs des 3 PC que les attaques viennent de cette source-là. Mais vous avez parlé de fichiers, de photos de leur cybercriminalité qui n'avaient rien à voir avec l'attaque. Ben si, les photos faisaient partie du planning de l'attaque. Et sachant que même si l'attaque n'a été pas... même s'ils n'ont pas utilisé ces périphériques pour attaquer, ce sont des périphériques illégal. Voilà. Maintenant, on passe. Est-ce que vous avez fini, monsieur le procureur? J'aimerais bien terminer par poser une question à Ziani, si vous me l'accordez, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous avez l'accord. Monsieur Ziani. Alors, monsieur Ziani, comment vous expliquez que l'équipe de forensics et d'investigation ont trouvé votre PC le jour J dans la maison de Miliani? Bon, d'abord, je me présente, Ziani Mohamed Riyad. J'ai été accusé pour complice d'être
moi-même, j'étais complice avec cet acte de malfaisance en ce qui concerne le hack du ministère. Je plaide pour innocent car, comme je vous ai dit précédemment, je n'étais pas présent sur les lieux du crime et j'étais en ce, Petite remarque, à ce moment-là, le juge est censé Est-ce que vous arrêter. confirmez? Stop. À ce moment-là, le juge est censé arrêter M. Ziani parce qu'il est censé répondre uniquement aux questions posées par le procureur. Il n'est pas censé se défendre ou parler. Il a un avocat pour ça qui interviendra le bon moment. Vous répondez juste à la question posée par monsieur le procureur. Monsieur Ziani. En ce qui concerne mon PC, il a été volé par Madame Meliani. Donc, ce qui Est-ce fait que que vous je avez suis. déclaré? Non, je n'ai pas déclaré. J'ai une déclaration de perte. Objection, Madame le juge. Alors, J'ai pas de preuve. pour cette cette phrase que vient Ziani de dire, ça contradict totalement ce qu'il vient d'avouer pendant l'interrogation. Alors, on a un enregistrement de Ziani en train d'avouer qu'il planait cette attaque avec Miliani et qu'il a même accusé Miliani de blackmailing him avec des photos et j'en sais quoi. Donc, il est coupable jusqu'au bout. C'est moi qui décide. Bon, une petite remarque seulement par rapport à ce qui vient de se passer durant l'intervention du procureur. Alors, les erreurs suivantes ont été commises. Alors, premièrement, M. Guillaume, dans sa plaidoirie, c'est vrai, il a eu beaucoup d'imagination, il a parlé d'atteinte à porter atteinte au moral des étudiants, qui n'est pas un crime en soi, déjà. Deuxième remarque, il a parlé des drones, des images, tout. Là, il est en train de noyer le poisson dans l'eau pour être sûr d'avoir, disons, des gains de cause. Et à ce moment-là, les avocats auraient dû intervenir pour dire, voilà, on fait objection. Là, c'est une affaire différente. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de juger aujourd'hui. On est en train de juger une attaque et une tentative d'attaque. Que vient faire le drone ici? Lui, il a un peu anticipé les choses en disant qu'ils ont utilisé les photos prises par le drone pour rentrer. Et là, les avocats auraient dû plaider en disant, donnez-nous la preuve qu'ils sont rentrés. Une preuve qu'ils sont rentrés dans un ministère, ça veut dire quoi? Pour rentrer dans un ministère, il y a deux façons de faire. Soit rentrer par la porte en laissant sa pièce d'identité, soit rentrer par effraction. S'ils sont rentrés par la porte, donnez-nous la photocopie de la pièce d'identité et l'heure de rentrée, avec preuve. S'ils sont rentrés par effraction, donnez-nous une image d'une caméra de surveillance. Mais comme probablement qu'ils ne sont pas rentrés, donc ils auraient été incapables de le faire, et ils auraient piégé un peu le procureur. Autre remarque aussi, par rapport au procureur, quand il a fait son allocution, il aurait dû se référer à des textes de loi, en disant par exemple, ils ont porté atteinte à tel système automatisé d'information, donc en vertu par exemple de l'article 394 du Code pénal, ils ont introduit frauduleusement des données, donc je demande 3 ans de prison ferme, conformément à tel article, à l'encontre de tel et tel accusé. Mais comme ils se sont attaqués à une institution de l'État, je demande à ce que la peine soit doublée en vertu de tel article. Et là, je demande une amende de temps, etc. Donc là, vous ne vous êtes vraiment pas référé à des textes de loi, vous vous êtes référé à la Constitution, chose qui n'a pas de sens. La Constitution n'est pas un support pour punir les gens. De la même manière, l'avocat de M. Ziani aurait dû intervenir au moment où il l'a accusé de faire des choses en disant objection, mon client n'a rien fait, c'est une tentative bug. Et il ne l'a pas fait. Les bases du crime ne sont pas établies. Rappelez-vous ce qu'on avait vu le deuxième cours. On avait dit les bases du crime, c'est quoi? L'intention, l'acte physique, etc. Oui, non, l'acte physique. Mais d'accord, le procureur aurait pu répondre oui, mais conformément au code pénal, quand il s'agit de crimes informatiques, il y a l'article
394 qui dit quiconque participe à un groupement, et là c'est un groupement parce qu'ils sont deux, qui prépare, etc., c'est considéré comme si c'était l'infraction elle-même. Voilà le genre de débat que vous devez avoir. Il y a d'autres. Le procureur aussi aurait pu sauter sur l'occasion où Ziani a menti quand il a dit elle a volé mon PC. Or, durant l'audition, il avait avoué qu'il était complice et qu'il s'est rétracté. Dans ce cas-là, il aurait pu mettre en évidence Madame le juge, regardez, c'est un menteur. Il est en train de mentir sous serment, donc on ne pourra plus rien croire de ce qu'il raconte. Le fait qu'il a menti une fois devant le tribunal, ça veut dire que tous ses témoignages futurs ne sont pas acceptés. Et là, il aurait pu lui accuser, lui coller d'autres accusations. Par contre, question de chapeau, hein, à le procureur. Alors, je redonne la parole au juge. Est-ce que les avocats n'ont rien de plus à dire? C'est grave si les avocats ne parlent pas. Ça prouve qu'ils n'ont rien à dire. Vous avez rien à dire? D'accord. On va prendre 5 minutes pour Attendez, la réflexion. attendez. Comment ça, les avocats n'ont rien à dire? Azzouz et Hamadash, vous êtes là au moins? Oui, oui. Vous ne défendez pas vos clients. Vous devez prendre la parole à tour de rôle, parce que chacun essaye de défendre son client. Commençons par Azzouz. Je ne sais pas s'il est toujours connecté. Oui. C'est l'avocat de Ziani. Normalement, vous êtes censé prendre la parole. D'après le silence, vous confirmez que votre client est coupable. Question, est-ce que Azzouz est toujours connecté? Azzouz? Azzouz, est-ce que vous êtes là? Azzouz, ouvrez votre micro et commencez à parler, si vous êtes là. Monsieur le juge, enfin Madame le juge. C'est Hamadash, c'est vous qui avez pris la parole. Oui, oui. D'accord. Voyez avec la juge alors. Est-ce qu'on peut donner la parole à Biliani? Pour quelle occasion donner la parole à Miliani? Mon client souhaite parler. Madame la juge, si les avocats n'ont rien à dire, comment on va donner l'occasion à un criminel de parler? C'est au juge de parler. Bien sûr, c'est juste de parler. براءة حتى تثبت إدانته. ثبتت إدانته بالدليل القاطع. لم أدينه لم ترفع الجلسة. Madame Hamadash. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez que votre client dise? C'est à vous de dire ce qu'il veut dire. Elle veut attester de ce qui s'est passé le jour même. Enfin, donner sa version de l'histoire, si elle peut. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu la version d'histoire ni de Ziani, ni de Miliani. Guillaume a directement commencé dans son scénario.
pendant l'interrogation, Ziani a parlé et avoué qu'il a plané pour cette attaque Il a juste avec donné le scénario. Miliani. Et Miliani n'a pas nié ce fait. Et pendant le Mais parce jugement, que c'est en arabe, on n'a rien compris. Ah, ah. Madame la juge, Oui. est-ce que Méliane peut intervenir? Oui, on peut entendre la version de Madame Miliani. Et après, aussi, vous devez avoir des preuves sur ce que vous dites. Ok, alors, mademoiselle Méliani, si vous pouvez parler. Bonjour. Dans la période entre le 31 décembre 2020 et le 7 janvier 2021, j'étais à l'hôpital de Douira car كان عندي Covid. J'ai un test qui prouve un test positif de 1 et l'attaque a été faite dans la date le 2 janvier 2021. Et هاد la date كنت أنا في l'hôpital et كاين des caméras qui prouvent هاد الحاجة. عندي même حجة غياب اللي هي الورقة اللي تقول دخلت le 1er janvier 2021 et خرجت le 7 janvier 2021. Mon PC ما كانش معايا كان في الدار. Il y a des caméras. Et pour le PC de Monsieur Ziani qu'on a trouvé chez vous, qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Ziani عنده le double تاع المفتاح تاع cette maison parce que on est oui, on est des informaticiens donc on avait besoin d'un espace de travail. درنا هاد la maison اللي هي تاعي باش نخدموا فيها dans cette période. C'est votre maison. D'accord. Oui, mais j'ai une feuille qui dit je suis avec lui en travaillant dans cette maison. Quelle feuille? Quel type de feuille, je veux dire? On a divisé la maison en deux. La moitié, c'est ma maison. C'est un locataire? Est-ce que c'était un locataire chez vous ou quoi? Je veux les preuves. Oui, on a peut avoir accès à votre maison. La feuille qui prouve qu'il peut avoir accès à votre maison. Je vous mets la dite feuille sur le bureau, monsieur le juge. Madame la juge, tous les documents de propriété de la maison appartiennent à Méliani. Il n'y a aucune trace de Ziani dans les papiers. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point... Objection. Donc, vous êtes en train de mentir. Exactement. Le deuxième point... Objection. Est-ce que vous permettez de continuer, Madame la juge? Alors, je vous pose la feuille dont mon accusé était en train de parler sur votre bureau pour que vous puissiez la voir, Madame la juge. Et vous voyez bien qu'il y a bien Monsieur Ziani qui était mentionné sur la feuille. Voilà. Mais vous n'avez pas mentionné ça lors de l'interrogation. Oui ou non? Mais parce qu'on n'a même pas eu une interrogation au début. Ah. J'allais aller. Madame la juge, je veux juste surligner un point qui est très important parce que Méliani dit que elle était à l'hôpital et que son Vous n'avez pas parlé de cette... était dans la maison. Alors, Alors, Djihad, s'il te plaît, tu permets que je te remplace en tant que juge momentanément? Oui, bien sûr, monsieur. Ok, merci. Alors, mademoiselle Kamadash, j'ai une question à vous poser en tant que juge. L'acte de propriété tel qu'il a été présenté par l'accusation démontre que la maison est la propriété de mademoiselle Miliani.
Le document que vous venez de fournir, il est de quelle nature juridique? Hamada, à vous la parole. Si vous ne répondez pas, c'est que vous n'avez pas de réponse et j'ignore le document que vous venez de fournir. C'est un document qui atteste du fait que Méliani et Raisi partagent bien effectivement la maison de Méliani pour leur travail d'informaticien. D'accord. Est-ce que cela signifie qu'elle est en train de lui louer sa maison? Est-ce que c'est un bail de location? Oui, on peut dire que c'est un bail de location. D'accord. Et voici la clé double que M. Ziani utilise généralement. D'accord. Comment est-ce qu'elle a... Donc, elle a récupéré le double de clé de chez M. Ziani? Non, on l'a trouvé chez sa maison. Donc, vous avez fouillé la maison de M. Ziani? C'est ceux qui se sont rendus sur le lieu du crime qui ont trouvé la clé dans la maison de Mme Ziani, qui est normalement le double de M. Ziani. Madame Hamadash. Oui. Ce que récupèrent les enquêteurs, ils ne voulaient donc pas avoir. Il est chez le procureur. Donc, vous ne pouvez rien me montrer. Ah. Autre chose, donc elle a loué une partie de sa maison à M. Ziani. C'est ce que vous prétendez? Oh oui, exactement. Est-ce qu'il y a un acte notarié pour ça? En effet, voici. Non, il n'y a pas d'acte notarié. Dans le scénario, on n'a pas dit qu'elle a loué sa maison. Hein. Bah si, j'ai dit que c'était une location. Donc, si vous le fournissez, ça veut dire que c'est un faux document. On va le soumettre à l'expertise du procureur. Et s'il prouve que c'est un faux document, elle sera condamnée pour faux et usage de faux aussi. Monsieur le procureur, on vous remet ce document pour expertise. Oui, le procureur. Autre chose. Une autre question. Madame Miliani, vous prétendez avoir été hospitalisée durant tout le mois de janvier, début du mois de janvier, c'est bien ça? Oui. Si vous avez été hospitalisé, donc vous avez un bulletin d'entrée et un bulletin de sortie. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Oui. Bon, malheureusement, connaissant les hôpitaux algériens, le bulletin d'entrée et le bulletin de sortie ne fait pas foi. Ça prouve uniquement que vous étiez atteint du Covid. L'information a été portée au procureur. Monsieur le procureur, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous étiez au courant de cette information avant le jugement? Aucune preuve de l'hôpital qui indique ceci. D'accord. Est-ce que vous avez pensé à lui faire passer un test Covid pour vérifier qu'elle était réellement mal atteinte du Covid? Pendant l'interrogation, Méliani a refusé toute forme de réponse. Objection. Oui, Kadash. Mon accusé n'a même pas eu l'occasion de parler du test de Covid avec M. Guessoum. Donc, il est en train de mentir. Ok, merci. Nous avons des... Monsieur Guessoum, il faut savoir que la loi vous oblige à soumettre tout accusé arrêté à un examen médical. Est-ce que vous l'avez fait? J'ai laissé cette tâche pour l'équipe d'investigation. Ils ont pris tout ça en considération. Alors, Monsieur Guessoum, j'exige qu'il y ait un complément d'enquête durant lequel vous ordonnerez au service de police judiciaire, donc au laboratoire médico-légal, d'effectuer un prélèvement de sang sur Madame Miliani afin de voir si elle a été atteinte du Covid. Si réellement elle était atteinte du Covid, j'exige qu'il y ait une analyse de son domicile pour voir s'il n'y a pas de traces du virus dans sa maison. Parce que si vos accusations sont vraies et qu'elle a réellement commis l'attaque à partir de la maison, c'est qu'elle est sortie de l'hôpital, elle est partie chez elle pour faire l'attaque, elle est revenue à la maison. Et dans ce cas-là, si elle est partie chez elle, soit vous allez trouver des traces du virus à la maison, soit vous allez trouver des traces de désinfection, ça veut dire qu'elle a bien désinfecté sa maison. Et là, vous allez perdre toutes vos preuves. D'accord, monsieur Guessoum?
J'ai qu'un seul point à vous mentionner, monsieur le juge. Mhm. Même si on suppose qu'elle était à l'hôpital pendant cette période-là, et il y a des moyens de contrôler des PC à distance et de rendre son PC on va dire un zombie. Donc elle peut le contrôler à distance de l'hôpital ou D'accord. par exemple de la forêt à travers Monsieur, Objection. Monsieur Gussom, il faut savoir une chose selon la loi. Vous devez apporter la preuve qu'elle l'a contrôlé à distance. Tant que vous n'avez pas de preuve, vous ne pouvez rien avancer devant une cour de justice. Moi aussi, je peux vous dire que les extraterrestres existent, mais sans preuve. Donc, dans votre analyse forensique que vous avez remis à la cour, rien ne dit qu'il y a eu un zombie sur son PC. Donc, vous ne pouvez plus avancer cet argument maintenant. Madame Hamadash, donc votre client reste il va rester en prison, en détention préventive, jusqu'à la prochaine audience où on aura les résultats de l'enquête. Mhm. Madame Azouz, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour défendre votre accusé? Oui. Est-ce qu'on peut... Sachant que jusqu'à maintenant, votre accusé et votre client est accusé aussi de violation du domicile, vu que selon Mademoiselle Miliani, il est rentré chez elle pour faire le crime qu'il a fait et elle met en doute ses aveux. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous avez des témoins qui peuvent attester de sa présence dans la forêt toute la nuit? Azouz? Oui, on a des témoins. Ah bon? À vous la parole, Malish. Attendez, avant, est-ce qu'on peut questionner Monsieur Ziani de sa version des choses, de comment c'est passé? On écoute le témoignage de l'accusé, mais l'accusé ne doit pas oublier qu'il est sous serment et que tout mensonge qu'il va prononcer durant son témoignage sera retenu contre lui. Bon, alors, en ce qui concerne l'espace de travail qui était partagé à la maison de Mademoiselle Meliani, c'est exact car on travaille dans le même domaine ou sur le même projet. Elle m'a proposé en quelque sorte, aménager mon espace de travail chez elle. Mais ce qui explique la présence de mon ordinateur sur ces lieux. Mais pendant ce temps, comme a été mentionné au début de cette session, c'est que j'ai été victime de blackmailing, ce qui fait que Madame Meliani a accédé à mon PC d'une façon non autorisée et a pris quelques photos compromettantes et a menacé la vie de mon chat et de publier ces photos. Ce qui explique, bon, donc je dois admettre que je suis revenu sur les lieux pendant la nuit et accédé à son domicile pour essayer de Objection, monsieur le récupérer juge. ces photos. Objection, monsieur le juge. C'est quoi votre objection? Le fait que Mademoiselle Miliani l'ait menacée de blackmailing, Vous ne pouvez est-ce pas qu'il faire peut fournir d'objection. une preuve de cela? Vous ne pouvez pas faire d'objection tant que pour le moment. Objection rejetée. le juge. Oui, monsieur le procureur. On voit clairement que Ziani a changé sa version 3 fois pendant son intervention. La première fois, pendant l'interrogation, il a dit qu'il a été Monsieur le procureur, interrogatoire, pas interrogation. interrogatoire. On est branché mal les interrogations. Il avait dit qu'il planait cette attaque avec Meliani. Ensuite, à votre présence, il a réclamé que le PC volé par Meliani. Et maintenant, il a entendu sa version des choses. Il a expliqué Retenu, accepté.
Alors, Monsieur Ziani, effectivement, comme l'a soulevé le procureur de la République, vous nous avez fourni trois versions différentes de l'histoire. Donc, vous êtes accusé en plus de la première accusation d'outrage à magistrat et vous êtes accusé de fausse déclaration sous serment. Ces deux nouvelles accusations feront l'objet d'un nouveau procès ultérieurement. Madame Azouz, est-ce que vous avez compris les nouvelles accusations qui planent sur votre client? Oui, D'accord. Donc, aucun témoignage de votre client ne sera recevable auprès de ce tribunal à cause des mensonges qu'il a proférés. D'abord, première déclaration non conforme au procès verbal qui a été établi en présence du procureur et des forces de l'ordre. Deuxième déclaration sous serment devant ce tribunal qui contredit le procès verbal. Troisième déclaration devant le tribunal qui contredit la première déclaration et le procès verbal. Alors, mademoiselle Azouz, est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour défendre votre client, outre son témoignage qui est devenu irrecevable? Mademoiselle Azouz, on ne vous entend pas. oui. Tout d'abord, Vous avez quoi? tout d'abord, genre, on a le blackmailing qui est toujours d'actualité vu qu'il a reçu des menaces de Mademoiselle Miliani. Est-ce qu'il y a des preuves concernant ceci? Objection. Est-ce qu'il y a des preuves? On peut fouiller son téléphone, on peut trouver toujours des emails de son. Monsieur, On a plusieurs fois vu. mademoiselle, monsieur Gessom, est-ce que l'analyse forensique des appareils du coupable de l'accusé ont démontré réellement l'existence de lettres de menace? On n'a pas trouvé un document précis qui prouve ni des traces d'un document qui prouve que Ziani a été blackmailé. Gessom, Voilà. monsieur, dans le scénario, on a dit qu'il a été menacé. Hein. Dans le scénario, vous avez dit que pendant l'interrogation, il a dit qu'il a été Menacé. 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 Voilà. D'accord. Donc, Ok, on voit parfait. que- Ok, parfait. Je peux rajouter quelque chose? Madame l'avocate, donc selon l'analyse forensique qui a été effectuée, il n'y a aucune preuve qui va dans le sens des Par contre- déclarations de votre client. Oui, mais par contre, vu que les deux font une colocation dans une maison, qui prouve que Madame Meliani n'a pas menacé Monsieur Ziani en direct, sans en rendez-vous, comme ça. Alors, sans- tout simplement, rien ne prouve ceci, mais vous avez déclaré qu'il a été menacé par mail. Votre client n'a à aucun moment dit qu'il a été menacé directement par voie orale. Ne me dites pas que vous allez vous mettre à mentir comme votre client. Donc, les menaces ne sont pas recevables auprès de ce tribunal, partant du principe que vous avez déclaré que les menaces ont été faites par voie électronique et qu'aucune preuve ne le justifie. D'accord. Donc, Est-ce que votre client n'a pas déposé plainte suite aux menaces? non, aucune plainte n'a été déposée. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de preuve, donc l'argument de menace ne peut pas être retenu devant ce tribunal. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non. D'accord. Donc, la séance est suspendue. Les deux accusés sont mis en liberté. Ils ne sont pas mis en liberté, ils sont mis aux arrêts. En attendant la prochaine session du tribunal qui se tiendra dans 7 jours. Donc, une fois que le procureur nous aura remis les résultats de l'enquête médico-légale qui va nous permettre de savoir est-ce que réellement l'accusé Miliani était atteint du Covid. Et est-ce qu'il y a des traces du virus dans son domicile? Séance suspendue.
Alors, avant de reprendre la deuxième session du tribunal, là, on va un peu discuter de ce qui s'est passé. Alors, l'erreur de M. Ziani, d'abord, c'est d'avoir menti devant le tribunal à 3 reprises. Donc, un accusé qui change de version à plusieurs fois est un accusé dont les témoignages ne sont plus recevables. Donc, il ne pourra plus témoigner. Donc, il s'est euh, censuré et il a perdu le droit de témoigner et de se défendre. Maintenant, si l'avocate avait menti aussi au tribunal, elle aurait été complice. Elle aurait pu passer du siège d'avocate vers le siège d'accusé, elle aussi. À moins elle mente sur la base des déclarations de son client en disant c'est mon client qui me l'a dit, donc moi je ne savais pas. Autre remarque, à aucun moment, à vrai dire, les deux avocats ont opté pour une très mauvaise stratégie. La stratégie, elle est pour l'avantage de Hamadash et Miliani, parce que eux, ils sont vraiment coupables. Or, Ziani et Azouz se sont fait piéger en allant dans leur sens. La meilleure stratégie pour Azouz et Ziani aurait été, bon, ce qui est trop tard maintenant parce que le juge ne va plus les croire, aurait été de dire non, on n'est pas complice. On avait de dire la vérité dans le sens oui, j'avais commencé avec elle, ensuite je me suis rétracté, j'ai eu peur de commettre l'acte. Je n'ai pas déclaré l'acte aux autorités judiciaires parce que voilà, elle m'a menacé, j'étais sous la menace et j'avais peur qu'elle me fasse du mal. Mais à aucun moment je n'ai participé, etc., etc. Maintenant, le fait d'avoir des témoins, ne pas avoir des témoins, ça aurait été une autre paire de manches. Par contre, le procureur en lui-même, c'est vrai que il aurait pu se limiter uniquement aux actes répréhensible connu dans le code pénal, mais le fait d'avoir complété par exemple la possession d'équipements sensibles tels que drones et autres, il faut savoir que la possession d'un drone n'induit pas une peine de prison. La punition, c'est uniquement la saisie de l'équipement. Maintenant, s'il a associé l'utilisation du drone à l'atteinte à la sécurité d'une institution de l'État comme il l'a fait, parce que le fait qu'ils aient survolé un ministère pour prendre des photos pour une intrusion, là, ça devient une atteinte à la sécurité de l'État. Et il aurait pu invoquer ça pour demander 20 ans de prison carrément. Maintenant, dans la deuxième partie, une fois qu'on aura plus de preuves, etc., que le scénario pourra être élaboré, le procureur peut demander des peines aggravées. Et là, ça, c'est de la responsabilité des deux avocats de la défense de trouver la parade judiciaire, parce que dans tout le scénario, il y a un maillon faible. Et jusqu'à maintenant, les deux avocats ne l'ont pas trouvé pour pouvoir sauver leurs deux accusés. Donc là, ce qu'on va faire rapidement, c'est on va enchaîner. Donc on reprend les auditions. Alors, Monsieur Guessom, en tant que procureur, donnez-nous les conclusions de votre enquête médico-légale. Donc vous allez nous dire très brièvement, est-ce que l'accusé était réellement atteint du Covid, oui ou non? Et vous allez nous dire, est-ce que vous avez trouvé soit des traces du virus à la maison? Si vous n'avez pas trouvé des traces de virus, qu'avez-vous trouvé? Est-ce que vous avez découvert que, par exemple, l'accusé a nettoyé le tout avec du javel, du formol, etc., afin de ne pas laisser de traces de virus? Et si elle l'a fait, vous allez trouver des traces du désinfectant. À vous la parole. Alors, monsieur le juge, le rapport de l'hôpital a indiqué que mademoiselle Miliani n'a pas été atteinte de Covid, mais elle était à l'hôpital dû à une opération chirurgicale, esthétique. Et elle est sortie le jour J de l'attaque à 14h, ce qui fait qu'elle avait le temps de bien planifier et d'exécuter l'attaque, parce que enfin, la planification de l'attaque a été pour une longue période. Pour l'examination des PC pour chercher est-ce qu'elle a attaqué l'hôpital, le ministère à distance. Nous n'avons pas trouvé une trace de cet acte, mais comme je viens de vous le dire, elle est sortie le jour J à 14h. Donc l'attaque effectivement était de la maison, comme l'indiquait le rapport de l'équipe Forensics. Donc
je vous demande, monsieur le juge, une Merci, monsieur Gaston. Pour les demandes, on verra un peu plus tard. D'accord. Donc, en vertu des informations qui ont été fournies par le procureur, donc on constate qu'il y a eu une fausse déclaration, que le document de l'hôpital, effectivement, que la personne était dans l'hôpital jusqu'au 2 et non pas jusqu'au 7. Donc, il y a eu falsification de documents officiels. Je cède la parole déjà à Mademoiselle Azouz pour voir si elle a des choses à rajouter par rapport à la défense de son accusé. Ensuite, on donnera la parole à l'avocat de Madame Miliani, donc à Mademoiselle Hamadash. Alors, commençons plutôt par Hamadash. Hamadash, au vu des informations qui viennent d'être fournies par le parquet, avez-vous quelque chose à rajouter? Alors, Hamadash. Le fait que mademoiselle Miliani avait déclaré que sa présence à l'hôpital était due à un test de Covid est vrai. Cependant, elle a été retenue à l'hôpital en effet pour une chirurgie esthétique comme le procureur l'a mentionné. Mais le fait d'être déchargée à 14 heures ne prouve pas le fait que Miliani aurait pu effectuer l'attaque parce que on a des preuves de Miliani, des caméras de surveillance d'une supérette qui ont capturé mademoiselle Miliani à environ 15 heures à l'intérieur de la supérette en train de faire les courses. Et vu que l'attaque elle s'est passée juste avant et que Miliani habite à 2 heures de chez la supérette, il est quand même impossible que Miliani ait effectué l'attaque. Voilà. D'accord, mademoiselle Hamadash, ce qui est bizarre, quel hôpital accepte de faire une chirurgie esthétique à un patient atteint du Covid? Un hôpital de l'Algérie. Absolument pas. Les médecins ont tellement peur que même si vous avez le Covid pour vous soigner, ils refusent de le faire. Donc. Alors, il faut savoir que dans le code pénal algérien, une photo et une vidéo n'est pas considérée comme une preuve tant qu'elle n'a pas été faite sur la base d'une réquisition d'un juge. Aussi, la photo que vous nous donnez, la vidéo que vous nous donnez, celle d'une supérette, pourra éventuellement être trafiquée. Donc, c'est une preuve que nous rejetons. Le crime ayant été fait dans le domicile de l'accusé, avec son PC, elle est la seule à connaître le mot de passe. Il y a eu beaucoup de contradictions dans ses déclarations, notamment la falsification de preuves. Je cède la parole à Madame Azouz par rapport à son client. Est-ce qu'elle a quelque chose à rajouter? Oui, effectivement, après avoir parlé avec mon client, il a avoué qu'il a participé à cet acte au début. C'est une nouvelle version, Madame Azouz. Objection. Objection rejetée, Mademoiselle Hamadash. Et voilà. Parce que les deux défenses sont contradictoires, donc vous ne pouvez pas vous objecter à des aveux, tout simplement. Ah, d'accord. D'accord. Donc, vous n'avez pas entendu la teneur des aveux. D'accord. Allez-y. Azouz. Oui. On attend la suite. Il a participé, donc il plaide coupable. Oui, il plaide coupable. Il a participé au crime. Mais à un moment donné il a participé au début du crime pour la pour la première partie du crime, mais à un moment donné, il s'est retiré. Enfin, il a voulu se vu qu'il a vu que ça n'allait pas vraiment. D'accord. Mais d'après lui, Madame Meliani l'a menacé. Mhm. S'il se retire,
de se retirer. C'est pour cela qu'il a été obligé, il a été manipulé par Madame Meliani pour continuer ce crime. C'est pour cela qu'il a Vous avez des preuves de ces manipulations? des preuves. Ben oui. Pas vraiment, mais D'accord. Donc, la Cour retient que l'accusé avoue avoir participé à ce crime avec Madame Meliani. Point. Manipulation, le défenseur n'a fourni aucune preuve, donc l'acte de manipulation n'est pas retenu. Menace, aucune menace n'a été fournie avec preuve, donc aucune menace n'a été retenue. Donc la Cour considère, donc il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de preuve, elle considère qu'il a participé volontairement à ce crime du début jusqu'à la fin, à moins que vous nous rameniez une preuve du contraire. Votre honneur, monsieur le juge. Oui, oui. Je viens de recevoir le test sérologique de mademoiselle Meliani. Je vais vous lire Vous nous avez dit qu'elle n'était pas atteinte du Covid. Il y a plusieurs tests. C'est un test que nous avons fait il y a 2 jours pour renforcer notre position. La Cour se limitera au premier test. Merci. Alors, Azouz, pas autre chose à oui, rajouter? monsieur. Par rapport aux manipulations, je viens de savoir qu'on a des audios qui prouvent cela. Comme quoi? Et le procureur peut confirmer ceci. On a des audios qui prouvent que Madame Meliani a manipulé monsieur Ziani C'est pour quoi? continuer l'attaque C'est quoi là? contre sa volonté. Donnez-nous votre preuve. Le procureur peut confirmer ceci. Je répète, quelle est cette preuve? Azouz, c'est quoi la preuve? On a des audios qui prouvent que Madame Meliani a des appels téléphoniques. On a des appels téléphoniques, on a preuve que Madame Meliani a manipulé Monsieur Ziani. Qui a procédé à l'enregistrement des appels? Monsieur Ziani, il a enregistré les appels. D'accord. On voit un appel rentré de chez Madame, un appel de Madame Meliani vers Ziani. D'accord. Donc, si je comprends bien, Ziani a procédé à l'enregistrement illégal. Pardon, on peut le confirmer de chez l'opérateur Jay-Z que Monsieur Ziani a reçu un appel de chez Madame Meliani, le menaçant. Comment l'opérateur Objection, monsieur le juge. Patientez. Ziani a procédé à l'enregistrement illégal d'appels téléphoniques, pour commencer. Et comment Jésus est au courant qu'elle les a menacés? Quelle est votre objection, Hamadash? Le fait que Monsieur Rézy ait enregistré la conversation de l'audio de Mademoiselle Meliani est contraint à la loi numéro quelque chose, ce qui le met dans l'illégal. D'accord. Alors, effectivement, il y a lieu de savoir que les correspondances jouissent de la protection de la loi. Alors, par la même occasion, le problème qui va se poser avec tel enregistrement, c'est que celui qui a fait l'enregistrement n'est pas habilité par un tribunal. Donc, il peut le faire sortir de son contexte. Je vous donne un exemple. Imaginons que deux personnes... Bon, là, c'est pas le juge qui parle. Hein.
Imaginons que deux personnes ont une conversation téléphonique. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir tout simplement le fait que la personne en train de discuter, imaginons, par exemple, Hamadash est en train de discuter avec Azouz, à un moment donné, je peux dire, mais elle le fait sur un sens où ils étaient en train de rigoler, de parler d'un truc drôle, etc. Azouz a enregistré la conversation. Un jour, il y a eu un problème entre eux. Il va couper l'enregistrement, il va garder Hadik la partie et il va la fournir comme preuve. Hadik, elle m'a menacé de meurtre. L'enregistrement n'a pas été fait par une autorité indépendante qui a gardé le contexte de la conversation. Le problème va se poser auprès du juge. C'est pour cela que généralement dans le code pénal algérien, si vous fournissez un écoute ou un enregistrement téléphonique, il n'est pas forcément reconnu par le code pénal algérien. Contrairement contrairement aux codes pénaux à d'autres pays. Monsieur, Oui. mais on peut récupérer les records de chez les opérateurs. On L'opérateur, demande au procureur de récupérer. le problème qui se pose est le suivant, c'est que l'opérateur n'enregistre pas les communications téléphoniques. C'est ça. Il a ce qu'on appelle les CDR des appels téléphoniques dans lesquels vous allez trouver date début, date fin, le lieu d'où l'appel s'est fait, la durée de l'appel, etc. Je vous avais dit pendant le cours, il a les SMS, oui. Si c'était par SMS, il y a possibilité de le récupérer. Mais Ici en Algérie, juste ici en Algérie ou bien partout. c'est partout. L'enregistrement des appels ne se fait pas partout dans le monde. Parce que ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup de... C'est pas évident de le faire. L'enregistrement se fait uniquement sur autorisation si la personne est sur écoute, oui. Donc, on peut dire qu'ils ont juste trouvé des traces d'appel. Oui, ils ont trouvé des traces d'appel, mais pour les trouver, il faudra qu'il y ait une réquisition d'un juge pour qu'elle ait vérifié. Des traces d'appel, ça peut être un appel pour lui dire bonjour, comme ça peut être un appel pour tout simplement le menacer. Mais rien ne prouve que c'est une menace. Ça prouve uniquement qu'il y a eu appel. Mais si on trouve des appels pendant la période où l'attaque a été faite. Et après, je peux attaquer tout en appelant aussi. Hein. Oui, rien ne prouve que c'est un appel concernant l'attaque. Voilà. Oui. Donc, l'enregistrement peut plaider en faveur du plaignant, dans le sens où vous allez fournir un enregistrement qui va appuyer votre requête. Mais il ne servira pas de preuve formelle. Donc, vous pouvez l'avancer, dire voilà, j'ai un enregistrement qui prouve que telle ou telle personne m'a menacé. Par contre, il va y avoir ce qu'on appelle une enquête complémentaire pour analyser déjà l'enregistrement, vérifier qu'il est authentique, qu'il n'a pas été falsifié, vérifier que ce n'est pas une bribe d'une discussion, mais c'est la totalité de la discussion, pour pouvoir dire, voilà, tel enregistrement, il est retenu ou n'est pas retenu. D'accord? Et monsieur, pour les applications qui recordent l'appel ou bien, ils sont légales. C'est pas illégal. C'est pas qu'ils sont. Il n'est pas illégal de les utiliser, mais vous ne pouvez pas enregistrer la communication avec quelqu'un sans l'aval de l'autre personne. Je vous donne un exemple. On est en train de discuter par téléphone. Je vous enregistre et je publie je publie ça sur Internet. Vous pouvez m'attaquer en justice pour enregistrement illégal et pour publication d'une conversation confidentielle. Parce que en Algérie, il faut savoir que le droit de correspondance est protégé par la loi. La confidentialité de la correspondance est protégée par la loi. D'accord? D'accord, oui, monsieur. Alors, on reprend. Donc, en tant que juge, je dis à mademoiselle Azouz, effectivement, on va soumettre cet enregistrement à une expertise. Et sur la base de cette expertise, on va savoir on va demander au procureur, plutôt pas au procureur, mais au service de police,
d'aller vérifier auprès de l'opérateur avec l'autorisation du juge si réellement il y a eu un appel à l'heure qui est prétendument défini par le monsieur Ziani. Et s'il y a vraiment eu appel et qu'on vérifie que la bande n'a pas été falsifiée, n'a pas été truquée, etc., l'argument peut être retenu en faveur du plaignant. Bon, supposons que ça a été fait, que ça a été prouvé que réellement c'est un vrai appel et que la personne a été menacée. Alors, le procureur, Azouz, est-ce que vous avez autre chose à rajouter, à part le fait qu'il a été menacé? Pour le moment, non. Ok. Il n'y a plus de moment, c'est la dernière fois que vous intervenez. Alors, là, je fais appel d'abord au défenseur pour votre dernière intervention. On commence par Mademoiselle Azouz. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Et c'est là que vous allez demander soit l'acquittement de votre accusé, soit vous allez demander à ce qu'il soit condamné à une peine minimale parce qu'il n'a pas fait grand-chose, etc. Azouz, à vous de commencer. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Vous allez faire une synthèse des événements et vous allez demander quelque chose au tribunal. Mais d'abord, il faut rappeler les points les plus importants qui vont appuyer votre demande. Vu que le coupable, enfin, vu que M. Ziani, au début, c'est vrai qu'il a fait l'attaque et qu'il a participé, mais au final, c'était contre son consentement, c'était contre lui-même, je demande à ce que la peine soit réduite. Rien d'autre? C'est bon? Oui. Ok. Mademoiselle Hamadash, à vous. Vu le fait que M. Ziani avait menti plusieurs fois et avait essayé de faire atteinte à mon client seul et de lui à mon client seul, je demande que la peine de M. Rézé soit augmentée. Vous n'avez pas le droit, stop, objection. Vous n'avez pas le droit de demander à ce que la peine d'un autre accusé soit augmentée. Votre rôle se limite à défendre le vôtre. Vous pouvez dire que l'autre est un menteur, etc. Donc ne retenez pas ce qu'il a dit. Mais pas demander à ce qu'il aille en prison. Ça, c'est le rôle du procureur. Il va D'accord. Du coup, je continue. La partie où elle avait menti, etc. Donc, à cause de cela, et vu que mon client avait avoué que c'est vrai, elle l'avait menacé, mais vu qu'il a continué de travailler avec elle, je demande que sa peine soit aussi diminuée. Vous admettez que les menaces? Okay. Oui. Donc, ils ont été prouvés, c'est bon. Ok, donc ça renforce le fait que vous l'avez menacé, merci. D'accord, Zédé? Mais vu que M. Ziani a essayé de laisser juste la faute sur mon client, je demande que sa peine aussi soit diminuée à cause de cela. Ouais, à cause de quoi? Le fait que M. Ziani a menti et a laissé la faute juste sur mon client. Il a essayé de se sauver la peau en mentant et en fournissant plusieurs versions de l'histoire jusqu'à la fin, puis donner la version finale. Ça prouve qu'il a essayé juste de laisser mon client seul dans l'affaire et de se sauver la peau. Alors que quand même, il avait participé, que ce soit sous menace ou autre. Monsieur, puis-je ajouter quelque chose? Stop, vous ne pouvez plus parler, classe. Alors, une petite remarque seulement, s'il vous plaît. Là, je vous ai affiché l'article 303 du Code pénal qui dit « est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 50 000 dinars à 300 000 dinars quiconque a employé d'un procédé quelconque porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. » Donc, en captant, enregistrant ou transmettant sans autorisation ou le consentement de leur auteur des communications, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, en prenant, enregistrant ou transmettant sans l'autorisation ou le consentement de celui-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, la tentative du délit prévu par le présent article est punie
des mêmes peines que l'infraction consommée. Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. Sachant qu'une maison est considérée comme un lieu privé. Hein. Donc, Hamada aurait pu tout simplement dire, en vertu de l'article 303, je veux qu'il rentre en prison. En plus de la peine qu'il a fait. J'allais la rajouter. Aussi, la peine devient plus grave s'il va publier la chose. Parce que là, s'il est porté à la connaissance du public, ou l'utilise de quelque manière que soit. D'accord? Oui. Alors, Je rajoute juste le fait de l'enregistrement. Enregistrement sans consentement. D'accord. Exactement. Donc, voilà. Ok, parfait. Monsieur, mais il a prouvé qu'il y avait des menaces. Donc, Vous n'avez pas le droit à la parole. qu'il soit coupable. Alors, je cède la parole à Monsieur Guessom en tant que procureur. Votre honneur, les deux criminels présents devant nous, Ziani et Miliani, ont été coupables de l'atteinte à l'intégralité territoriale en menaçant des instituts de gouvernement, l'absence de coopération avec la justice. Ils ont nié et falsifié des documents pendant le jugement. L'obtention des matériels illégaux, on a vu l'exemple des drones, et surtout d'avoir prendre des photos et des vidéos des zones des zones qui sont strictement protégées. Et pour Ziani, j'ajouterai l'enregistrement des appels d'une manière illégale. Voilà, monsieur, votre honneur. Et j'ajouterai quelque chose. De ce fait, je demanderai une peine maximale. Combien la peine? Tu dois dire l'accusé 1, je demande tant. L'accusé 2, je demande tant. Tu dois préciser. Pour Miliani, je demande 20 ans de prison ferme plus une amende de 10 000 dinars pour l'obtention des matériels illégaux. Et pour Ziani, pardon? Alors, monsieur le procureur, quand vous demandez une peine de prison, vous devez dire, en vertu de l'article X du Code pénal, je demande telle peine de prison pour tel chef d'accusation. Par contre, il ne faut pas oublier un point, qu'en Algérie, aux États-Unis, leur code pénal, comment il est fait? Si vous avez commis 3 crimes, on vous condamne à la somme des peines de prison. Ça veut dire que vous avez commis une attaque informatique 3 ans, vous avez enregistré sans autorisation ces 3 ans, vous avez apporté atteinte à l'État 20 ans, donc vous allez être condamné à 26 ans de prison. C'est la somme des 3. En Algérie, non. En Algérie, c'est différent. Vous êtes condamné pour 3 peines différentes. Donc, maintenant, c'est au juge de statuer par la suite, mais le juge n'a pas le droit de faire la somme. On vous dit, vous allez prendre l'une des 3 peines. Donc, ce sera au juge de décider, est-ce que la peine la plus élevée ou la moins élevée. Récemment, il y a eu une modification du code pénal où on vous dit, quand vous êtes condamné pour différents crimes, vous êtes condamné à comment on appelle ça? À la sanction la moins élevée. Pourquoi? Parce que la loi va pour défendre l'accusé, donc donc il va prendre la peine la moins élevée. C'est pour ça que généralement les procureurs, qu'est-ce qu'ils font? Supposons que vous êtes poursuivi pour 2 crimes. Wahed fait entre 6 à 12 mois,
l'autre fait entre 12 mois à 24 mois. Le procureur va oublier, il نحي le premier message, il va parler à 12 à 24 mois. Au pire des 12, ou entre 12 à 24 selon l'appréciation du juge. Par contre, s'il a fait les deux, s'il vous poursuit pour les deux et qu'il prouve les deux, le juge dans ce cas-là, je le condamne entre 6 à 12 mois et je vais choisir la peine. Il y a 6 mois. La parole, Bissam. C'est l'article 19, je pense, du code pénal. Je suis pas très sûr. C'est que ça, on attend la suite. J'ai dit que je demande 20 ans de prison selon l'article 19 de code pénal. Bon, entre parenthèses, je suis pas sûr de l'article. Je dois faire une petite recherche pour trouver l'article exact. Est-ce que je peux vous donner l'intégrale? C'est entre l'article 102 et 118 du chapitre 3, crimes et délits contre la Constitution. Pardon? Carrément. Vas-y. C'est contre la Constitution. Les photos que Meliani a pris en utilisant le drone, c'est dans le chapitre 1, crimes et délits contre la sûreté de l'État, section 1. Parce que ça fait partie de l'espionnage, même si c'est pas c'est la section 2, atteinte à la défense nationale ou à l'économie nationale. C'est ça, arrête là. Je pense que c'est bon. Alors, une petite remarque, justement. Le procureur, généralement, ne cite pas les sections, les chapitres, qui donnent directement le numéro de l'article. Donc, c'est conformément à tel article. Il y a aussi une règle de droit assez importante que vous n'avez pas respectée. C'est que quand on commence à juger quelqu'un, on le juge par rapport à un crime bien défini. L'audience, quand elle a commencé, c'était par rapport... Le procureur avait décidé au départ de le juger pour un crime bien clair, qui est atteinte au système informatique, pour piratage. Il ne peut pas en cours de route décider de changer et de dire maintenant j'attaque pour atteinte à la sûreté de l'État, je l'attaque. Là, ça dénote du fait qu'il n'a pas bien préparé son dossier. Il aurait fallu qu'il le dise le premier jour. Voilà, telle personne, on l'attaque en justice pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est clair, net et précis. Mais pas le faire en cours de route. Le faire en cours de route, ça n'aboutit pas généralement. Le juge va vous arrêter, il va vous dire, ce n'est pas ça l'objet. D'accord? Donc, il va vous dire directement, le juge, ah non,
c'est pas dans la loi, et en plus, là, vous êtes en train de nuire à l'accusé. Ça veut dire quoi? Ça dépend dans le jugement. Tiens, j'ai une idée, hein, on change complètement. Il était pour le vol d'une bague, achat pour atteinte au moral de l'armée ftariq. Avec même l'accusé, tout le flot, c'est bon. Et Guessam, c'est ce que vous avez fait là. C'est contre carrément toutes les règles de droit à l'international. D'accord? Donc il fallait vous limiter tout carrément aux atteintes à l'article 392 du Code pénal, qui lui traite directement de l'attaque des systèmes informatiques et autres. Et on reste toujours dans les articles qu'on connaît, donc le 394, etc. Et là, vous auriez pu aller plus loin en disant que les articles qu'on a vus ensemble en cours prévoient des peines aggravantes si l'atteinte vise des institutions de l'État. Par exemple, l'article 394, les peines prévues dans la présente section sont portées au double lorsque l'infraction porte atteinte à la défense nationale ou aux organismes et établissements de droit public. Un ministère est un établissement public. Ça veut dire si l'article 394 dit c'est entre 2 à 3 ans de prison, ça va être entre 4 à 6 ans de prison. Donc, en tant que juge, qu'est-ce que je décide? Primo, au vu des accusations qui sont portées contre les deux personnes, à savoir Miliani et Ziani, il a été prouvé par le procureur avec aveu du défenseur qu'il a participé au crime qui lui est imputé. Il a été prouvé qu'il l'a fait de manière volontaire. C'est vrai qu'il a changé d'avis en cours de route. Or, malheureusement, conformément à la loi, l'article 394 prévoit qu'il y a eu un groupement formé de plusieurs personnes. Dans ce cas-là, la peine reste la même en cas de tentative ou de préparation, parce qu'il a fait la préparation, donc il est condamné pour la même chose. Certes, il s'est retiré. L'article 394, 394 6e, ainsi que l'article 394 7e et 8e seront appliqués. Et par conséquent, les deux accusés doivent avoir la peine maximale qui est de 6 ans. Ça aurait dû être dit par le procureur. Voilà. Le procureur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en avant les choses qui ont été faites. Par exemple, il va vous dire, voilà, les deux ont été complices. On l'a prouvé par le fait qu'il n'y avait pas de preuves, etc. Il va faire référence à l'article 394 7e pour dire qu'ils ont formé un groupement où ils avaient une entente établie en vue de la préparation. Et l'article 394 7e précise clairement que toute entente en vue de la préparation est punie par les peines prévues par l'infraction elle-même. Ça veut dire déjà que ce soit Miliani ou Ziani, ils vont bénéficier d'aucune pitié. Même si Ziani s'est rétracté au début et qu'il a été menacé, mais il a préparé l'acte de manière volontaire. Ensuite, il va revenir vers l'article 394. Le procureur va dire, l'article 394 prévoit de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de dinars quiconque introduit frauduleusement des données dans un système, etc. Supprime, modifie frauduleusement les données qu'il contient. Le procureur avait dit qu'ils ont modifié les données. Donc, il demandera l'application de l'article 394. Ensuite, il va dire, l'article 394 5e dit que cette peine doit être portée au double s'il y a atteinte à la défense nationale ou à un organisme public. Il va dire, il y a eu atteinte à un organisme public, il y a un ministère. Et donc, il va exiger la peine qu'il juge nécessaire. Il va dire, je demande la peine maximale et l'amende maximale. Et son intervention va se limiter à ce niveau-là. Elle a été assez complète. Elle a pris en charge tous les aspects liés au problème. Ensuite, le juge, il va se retirer, il va réfléchir. Et ce sera à lui d'apprécier la chose. Mais vu que Ziani est un menteur invétéré, vu qu'il changeait de version sans arrêt, l'autre, Miliani, faisait la même chose, qu'ils ont fait faux usage de foi, etc., mais il ne va pas les condamner pour ça maintenant parce que ce n'est pas l'objet de cette audience.
qui n'ont à aucun moment montré des remords ou des regrets, qui ne se sont même pas excusés à travers leur avocat en disant on a fait une erreur, c'est une erreur de jeunesse ou autre. Donc il va les condamner à la peine minimale, maximale. La peine maximale qui est de 3 ans, fois 2, ça fait 6 ans de prison pour les deux, et 4 millions de dinars d'amende. Voilà un peu comment va se terminer l'issue de ce procès. Par contre, les deux avocats ont fait des erreurs monumentales dans leur défense. Ils n'auraient pas dû s'allier, ils auraient dû dire la vérité parce que Ziani aurait pu s'en sortir facilement. On verra ça la prochaine fois parce qu'il est déjà 13h05. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on arrête là pour aujourd'hui et on se verra lors du prochain cours.